Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de la culture en bac, dans la mesure où j'ai fait pas mal de comparaisons quand même, mine de rien, là, ces derniers temps, entre le fait de cultiver à même le sol et le fait de cultiver dans mes bacs surélevés. Et j'en tire quand même pas mal de conclusions. Et vraiment l'idée que cultiver en bac surélevé, c'est vraiment hyper efficace. Alors je me suis mis devant cette plate-bande d'aubergines pour vous montrer un peu du coup l'efficacité de la culture, garder un peu la taille du bestiau. Toutes les aubergines sont un peu du même acabit, il y en a vraiment partout, énormément de fruits, des plants vraiment en pleine forme, qui ont bien poussé. Alors je vous rappelle le principe de base, c'est que en fait je cultive sur un sol extrêmement argileux, très lourd, vraiment qui respire pas bien, qui par contre qui garde extrêmement bien l'eau. L'an dernier, j'ai même fait une rizière, j'ai fait de la culture du riz, je vous ai fait suivre ça sur la chaîne, toute la session de culture du riz en faisant un trou dans mon sol, en mettant de l'eau, ça fait une rizière. Tellement voilà, c'est argileux, c'est le principe des sols argileux, c'est qu'ils respirent pas bien, ils sont vraiment très tassés, l'oxygène n'arrive pas à rentrer, c'est comme de la pâte à modeler. Par contre, ça garde très très bien l'eau. Et donc du coup, j'ai ça comme sol de base, et par-dessus, j'ai mis des caissons en bois. Donc c'est juste une planche de coffrage d'une vingtaine de centimètres, 20 à 25 centimètres. J'ai fait un cadre avec, et après j'ai rempli ça à l'intérieur d'énormément de matière organique. Donc tout ce qui m'est passé sous la main, avec une bonne base de compost de plateforme de déchets verts. Et puis avec le temps, avec les années, la vie du sol, le travail du sol aussi a fait que ça s'est un peu mélangé du coup avec l'argile qui était en dessous. Et je me retrouve du coup avec un bac qui est rempli à moitié d'argile, vous voyez là, on voit bien là cet aspect lisse, un peu comme la semelle de labour qu'aurait constitué la pelle là en creusant. Et par contre après derrière, voilà, c'est beaucoup, derrière là, on voit c'est beaucoup de terreau. Voilà, c'est extrêmement noir, c'est très riche, c'est très granuleux. Les plantes là-dedans se sentent vraiment bien. Donc ce qui se passe, c'est que mon bac est rempli un petit peu de cette texture-là de sol mélangé un peu d'argile et puis de beaucoup de matière organique. Donc je vous dis compost de déchets verts, mais également tout ce qui me passe sous la main. Donc en gros, là, il y a 3000 m² de jardin ici, de terrain, dont 500 m² de potager. Et tout ce qui est, je récolte d'herbes dans les allées, de feuilles, des arbres, tout ça part dans les plates-bandes. C'est-à-dire que chacune de ces plates-bandes est comme une sorte de composteur. J'ai pas de composteur à côté, c'est mes bacs qui servent de composteur. Et en compostant, du coup, dans ces plates-bandes, en permanence, je réalimente en humus et en fertilité, puisque toute cette matière organique que j'amène va apporter également du coup toute la fertilité qu'elle contient, comme si j'apportais du fumier, mais avant qu'il soit digéré par des vaches en fait. Quand on apporte du fumier, c'est qu'on apporte de l'herbe à son sol, mais qui a été digérée par une vache et un peu concentrée, avec quelques bactéries en plus qui viennent du rumen des vaches, tout ça, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Là, vraiment, j'amène l'équivalent de ce que j'apporterais avec du fumier de vache, par exemple, de bovin ou de ruminant. En mettant directement le paillage, les matières organiques, tout ça dans le sol, ça revient un peu au même. Alors j'en veux pour preuve que le système fonctionne très bien, c'est que cette année, du coup, j'ai fait des plantations d'aubergines sur une bâche tissée à même le sol, et là, pour le coup, les aubergines sont beaucoup moins avancées que celles que vous pouvez voir dans cette plate-bande-là. Alors j'ai même à côté, je vous montre, hop, une plate-bande où j'avais fait un test de serrer énormément les aubergines, et elles sont aussi hautes que celles d'à côté. C'est-à-dire que là, sur une plate-bande de 2,50 m², en gros, j'ai mis une aubergine tous les 30 cm. Là, en gros, j'ai mis une aubergine tous les 30 cm. Elles sont aussi grosses qu'à côté, elles se font même pas de concurrence entre elles au niveau du sol, elles trouvent suffisamment à manger. Elles plient sous le poids tellement elles sont lourdes d'ailleurs. Il va falloir que je les tuteur parce que ça tient plus. Je vous montre mes petits piments jalapeno à côté. Voilà, là c'est pareil. C'est tellement chargé que ça plie, il va falloir que je les tuteur. Ça tient pas tout seul. Donc il y a des piments par centaines, quoi, c'est de la dinguerie. Et puis là pareil, regardez ça, les aubergines qui tiennent pas debout tellement elles sont lourdes. La plate-bande d'à côté, hop, toujours conduite sur le même principe, un caisson donc rempli de matière organique, de déchets verts. Regardez ça, c'est les tomates cerises. Hop, elles dépassent les tuteurs énormément, elles sont beaucoup trop hautes, avec des plants qui ont déjà énormément produit, énormément fourni. Alors bon, par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que ça n'a pas rendu, par exemple, typiquement les tomates n'ont pas été plus protégées du mildiou que les tomates qui ont poussé dans un sol plus compliqué. Je vous montre ça. Voilà, ici, j'ai ma plate-bande de tomates que j'ai fait pousser à même le sol dans ma bâche trouée. Vous avez pu suivre ça cette année. Et bon, ça pousse beaucoup moins bien, mais ça attrape autant le mildiou que celles qui poussent dans un sol très riche. Donc ça protège pas des maladies ou des parasites. Surtout les parasites aériens, les maladies aériennes. Le fait d'être dans un sol riche et
et vraiment d'être en bonne santé, ça les protège pas. Alors, je vous en profite également pour vous montrer du coup les aubergines et les poivrons qui poussent à même le sol. Et là, bon, ça pousse, hein. Il y a quand même des choses qui arrivent, mais elles sont beaucoup moins avancées que celles qui poussent du coup dans les bacs surélevés. Alors le gros intérêt de ce mode de culture en bac surélevé, c'est vraiment quand on a des sols très argileux, comme moi ici, des sols très lourds. C'est compliqué de cultiver dans ces sols-là, c'est vraiment pas des sols qui sont très propices à la culture de légumes. Mais pour peu qu'on s'y prenne comme ça, en fait, ça devient peut-être le meilleur système pour cultiver des légumes, parce qu'on se retrouve vraiment avec le double combo d'avoir un sol très riche, très drainant, et en même temps en dessous, en permanence, une énorme réserve d'eau, qui fait qu'on n'a pas besoin d'arroser énormément. Ce genre de bac-là, je les arrose, ils sont pas sous arrosage automatique. J'arrose ça une fois par semaine et ça suffit amplement, même en plein été. Il y a même des étés, j'ai arrosé une fois tous les 15 jours et puis j'ai pas eu de soucis, ça a très bien poussé. À aucun moment les plants ont montré des signes de soif. Et c'est vraiment l'intérêt des sols très lourds, très argileux, c'est le côté arrosage. En même temps également, ces sols-là retiennent extrêmement bien la fertilité, tout ce qui est argile, agit un peu comme des aimants à minéraux, surtout les minéraux positifs. Tout ce qui est potassium, magnésium, calcium, tout ça, ça s'accroche au complexe argilo-humique. Pour avoir du complexe argilo-humique, il faut avoir de l'argile. Et donc quand on a plein d'argile, ça s'entend très très bien avec l'humus. Ça se compose bien ensemble et ça retient très très bien la richesse du sol. Alors ça retient également pas mal l'azote, puisque en deuxième bande, un ion calcium va pouvoir tendre une main au complexe argilo-humique, une autre à un ion nitrate par exemple, et le retenir, donc retenir l'azote. Donc c'est quand même des sols qui retiennent très très bien la fertilité. On n'a pas, comme sur des sols sableux, une lixiviation permanente de la richesse à la nappe phréatique, ce qui fait qu'on a des sols très très riches, voire même presque trop riches, je pense. Je pense qu'il va y avoir presque des excès d'azote dans mes sols. Et pourtant, ces sols-là sont conduits sans apport d'engrais. C'est vraiment uniquement avec tout ce qui est paillage, matière organique, que c'est enrichi. Et pas d'engrais particuliers, même organiques. Juste l'apport de matière organique suffit amplement à les nourrir. Alors c'est vraiment un mode de culture qui est idéal pour toutes les cultures qu'on va faire en gros plan. On va faire les plants en godet dans des meubles à semis ou dans des serres, et puis après qu'on va venir planter après les seins de glace. Donc vous voyez par exemple typiquement ce que je vous ai montré, les aubergines, les poivrons, les piments, les tomates. Mais là on voit derrière par exemple des tournesols, des maïs. Alors ça c'est des semis que j'ai fait en pleine terre de haricots, mais on peut le faire aussi avec des semis de haricots qu'on aurait fait en godet. Le principe de ces bacs-là, c'est qu'on met en permanence de la matière organique pour alimenter en fertilité et surtout permettre d'avoir ce sol bien meuble que je vous ai montré avant, dans lequel les plantes vont vraiment parfaitement bien se développer. Alors du coup, ça demande d'avoir énormément de matière organique à apporter dedans, c'est beaucoup de logistique. Alors moi, pour le coup, c'est pas trop un problème puisque je l'utilise ça pour me débarrasser du coup des déchets du jardin, les déchets de tonte, les feuilles, tout ça. Je fais jamais à la déchetterie. Hein. Je demande même ceux du voisin d'ailleurs. Hein. Le voisin m'amène ses feuilles de chêne aussi chaque année. Tout ça part dans les bacs et ça composte en permanence. Et je cultive directement du coup dans des composteurs. Hein. Je m'embête pas à composter à côté. Je cultive toutes ces plantes-là directement dans les composteurs. Le souci qu'il y a avec cette matière organique qui permet de surélever le sol de notre bac par rapport au sol à côté, c'est que ça fond très vite, ça minéralise assez rapidement et il faut en permanence en rajouter. Et j'en ai fait les frais par exemple cette année sur mes plantations d'Aliacées. Je pensais qu'elles étaient plantées un peu surélevées et puis en fait ça s'est très vite tassé. Ça se tasse d'autant plus que ça n'est plus paillé. Dès que ça n'est plus paillé, ça a tendance à très vite se tasser, très vite réduire. Et le côté aéré du sol disparaît relativement vite. Alors j'essaie justement de remédier à ça cette année en ayant recours à de la terre végétale bien sableuse. Donc de rajouter en plus une bonne part de sable et de limon dans mes bacs, en plus de juste la matière organique, pour donner quand même une bonne texture minérale à tout ça, et que ça ne repose pas uniquement sur l'apport de matière organique. L'apport de matière organique qui en plus va finir par apporter trop de fertilité au sol, si vraiment je repose que sur la matière organique pour remplir ces bacs. Et également, je vais avoir des problèmes en fait de quantité de matière, hein, vu que j'ai agrandi le potager maintenant qui fait 500 mètres carrés. Si je veux mettre des bacs partout, je pense qu'on en reparlera, mais je vais essayer de m'orienter vers ça. Ce système de bacs, j'en suis vraiment ravi, ça fonctionne super bien. Et plutôt que de faire des bâches à même le sol, je pense que je vais m'orienter vraiment que sur des bacs, quitte à mettre des bâches avec des trous pré-percés dessus pour faire des sortes de gabarits. Mais en tout cas vraiment s'orienter vers des bacs. Le gros intérêt du coup de ça, c'est que par rapport à mon sol qui est extrêmement lourd, si je cultive à même le sol, en fait j'ai mes trous de plantation qui se remplissent d'eau et c'est comme si en fait je cultivais un peu comme des nénuphars. Mes plantes se retrouvent à baigner dans l'eau, dans un lac. L'intérêt de ça, c'est que comme c'est surélevé par rapport au côté du bac, ça draine l'eau qu'il pourrait y avoir en excès et drainer vers les allées, drainer vers l'extérieur.
Et du coup, les racines, au moins sur les 10 premiers centimètres, sont bien aérées, bien oxygénées, et ces plantes-là arrivent très bien à pousser. Du coup, on a également tout un système qui se développe, un peu de mycorhizes, de champignons, de vie du sol, qui fait que les plantes arrivent très bien à se nourrir dans ce genre d'environnement, et elles trouvent sans problème leur nourriture. Alors le problème qu'on va avoir, c'est quand on va vouloir faire des cultures qui ne sont pas paillées. Dès qu'on va enlever le paillage sur ces bacs-là, dès qu'on va les laisser le sol à nu, tout ça va avoir tendance à minéraliser très vite, et le sol va se tasser très vite. Alors j'en ai fait les frais cette année sur mes cultures d'Alliacées. J'ai pensé les avoir mis dans un bac surélevé, mais en fait j'ai planté ça du coup octobre-novembre, j'avais passé un coup de croc, tout ça avait l'air bien gonflé, bien aéré, mais très très vite ça s'est tassé, et en fait mes Alliacées se sont retrouvées quasiment au niveau des allées, et a poussé dans une sorte de marécage, et tout ça a pourri, donc ma récolte d'Alliacées cette année a été très réduite à cause de ça. Donc pour essayer d'empêcher cet aspect-là, comme je vous ai dit, je vais rajouter de la terre végétale, mais voilà, c'est pas aussi magique que ça dès qu'on veut faire des cultures de semis en pleine terre, de plantes moins mycorhizées, quand on veut faire un radis, tout ce qui est un peu brassicacé, dès qu'on veut faire des clinopodiacées amarantacées, blettes, betteraves, épinards, c'est moins efficace. La technique là fonctionne moins. Après, moi je suis beaucoup plus intéressé par tout ce qui est légumes d'été, justement, tant pour nous que pour la revente en termes de nano-maraîchage. Donc c'est vraiment dans moi ce que je cherche à faire, c'est vraiment idéal. J'ai pas spécialement envie de récolter des tonnes de navets et de panais, c'est pas des cultures dont on raffole, et puis c'est pas des cultures qui sont faciles à vendre non plus. Donc c'est vraiment très propice à ce que je veux faire, sachant qu'on peut également, enfin moi j'y arrive bien, hein, j'ai des récoltes de carottes, j'arrive quand même à avoir toutes ces cultures là, même si c'est moins facile à faire que de cultiver ce genre de plants. De toute façon, à même le sol, ça serait quasi impossible, cultiver des carottes dans mon argile bien lourde, c'est juste pas possible. Si je fais pas ces sortes de bacs surélevés, je peux oublier les carottes, c'est pas la peine. Alors là, je suis devant un autre bac, c'était un bac qui a servi à faire la culture de patates. Pour ce faire, on écarte le paillage, on enterre notre patate en profondeur jusqu'à ce que je puisse plus enfoncer la main, là, j'arrive justement à mon argile du dessous, je mets ma patate là, je referme, je remets le paillage par-dessus. Donc c'est une sorte de combinaison du système de patates sous paillage, uniquement sous paille et posées à même le sol, et de patates enterrées. Je fais une sorte de mélange des deux. Et je trouve que c'est assez optimum en termes de temps que ça demande et d'efficacité. Ce dont je voulais vous parler sur cette plate-bande là, voilà, c'est le gros problème qu'on a avec ce système là, de bac sur sol argileux, c'est le chien-dent. C'est vraiment un gros souci, surtout que moi j'ai les allées enherbées, donc le chien-dent repasse depuis les allées et re-rentre dans les bacs. Et on peut fonctionner comme ça sans travail du sol pendant un certain temps, mais au bout d'un moment on est obligé de repasser au croc et vraiment de retourner entièrement la plate-bande pour aller chercher cette cochonnerie de chien-dent qui est vraiment quelque chose d'extrêmement envahissant et qui va aller s'enterrer profondément dans l'argile. Et quand on l'enlève, il faut vraiment ne rien laisser. Je vous ferai une vidéo sur le chien-dent parce que ça fait des années que je me bats contre ce truc. Et je commence à bien le pratiquer. Là, il y a 2 bouts de racines là. Donc là, il y aurait de quoi faire 2 départs de chien-dent. Voilà. Et là, j'en ressors encore des grands rhizomes. Alors ce qui se passe du coup, c'est qu'on peut fonctionner sans travail du sol sur ce genre de plate-bande là. Alors là encore, c'est tout petit, je dis grand rhizome, mais j'en sors des fois dès qu'ils font 40 cm, 50 cm. On tire dessus et puis ça vient, ça s'arrête plus. Et alors ce qui est terrible avec ça, c'est qu'ils s'enfoncent dans l'argile. Ils s'enfoncent très profondément dans l'argile, ils y sont très bien. Et après, ils envoient du coup leur petite pousse vers l'extérieur. Et ils sont quasiment indéracinables sans y aller au croc et puis tout retourner la plate-bande. On n'arrive pas à les sortir autrement. Sachant qu'ils reviennent régulièrement depuis les allées extérieures. Alors les allées enherbées, c'est vraiment sympa, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus à cause de ces problèmes de chien-dent qui s'enracine profondément et qui vit sa meilleure vie, ce genre de sol. C'est-à-dire qu'il a pas de concurrence dans l'argile profonde parce que c'est son univers, il y est trop bien. À part peut-être 2-3 autres plantes aussi, comme des renoncules, des choses comme ça, qui arrivent à bien pousser dans ce genre d'environnement. Donc lui, il vit sa meilleure vie, il est protégé, il a un environnement protégé où personne ne va venir le menacer, et en même temps, il a de l'eau, énormément de nutriments. Il peut pousser après, passer à travers la couche meuble et légère sans aucun problème, et puis étendre en partout ses feuilles pour faire de la photosynthèse et se reproduire. Et donc regardez ça là, hop, encore un qui pousse là. Ah non, celui-là j'avais déjà arraché. Ah non, il est là. Voilà, ce genre de feuillage là qui pousse vers l'extérieur. Avec ça, il va faire sa photosynthèse. Et ça va même refaire après à nouveau des racines là, et puis ça va se réimplanter partout. Et après, à partir de là, il va s'installer partout.
Donc voilà, le gros problème de ce système-là, c'est vraiment le chien-dent. Parce qu'il n'y aurait pas le chien-dent, j'aurais presque tendance à dire que c'est vraiment le système de jardinage parfait. Il demande très peu de travail. Là, il n'y a pas besoin de passer... en ce moment, ça revient un peu à la mode, hein, le jardinage à l'ancienne. Il n'y a pas de souci avec ça d'ailleurs. Un binage vaut 2 arrosages, un sol bien nu, bien propre. Et on passe avec un sercloir, une griffe, toutes les semaines. Enfin, Jaco Lely, par exemple, là dans sa dernière vidéo, il en reparlait encore. Lui, il fonctionne comme ça fonctionne très bien. Mais ça demande plus de travail. Il faut passer en permanence avec le sercloir pour enlever les mauvaises herbes qui poussent. Ça demande de l'arrosage aussi parce que du coup le sol étant à nu, il est soumis à l'évaporation, beaucoup plus à l'évaporation, au vent qui vient taper dessus. Il subit également la battance de la pluie qui vient tasser le sol. Là dans ce système-là, j'ai pas tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaise herbe qui sort à part le chien-dent. À part le chien-dent, il n'y a rien qui passe au travers, il n'y a rien qui germe. Hein. J'ai pas de... Voilà, il n'y a rien. La plate-bande est parfaitement propre. En termes d'humidité, si j'arrose, l'humidité va bien rester au niveau du sol, elle va pas s'évaporer. Et en même temps, tout ça m'apporte une fertilité en permanence, une fertilité douce, hein, pas besoin de mettre des engrais. Là, ça diffuse en permanence de la fertilité au sol. Tout ça se minéralisant petit à petit et apportant du coup au sol son azote, son phosphore, son potassium, tous ces éléments. Voilà, ça va partir dans le sol et pouvoir nourrir les plantes qu'on va implanter dedans. Alors effectivement, si là moi je veux faire un semis de radis ou de carottes, hein, on va vite voir que c'est compliqué. Déjà je vais être obligé d'enlever le paillage, je ne vais pas pouvoir faire ça avec le paillage. Donc ces semis-là, généralement je les conduis dans des bacs à part, où il n'y a pas de paillage. Et on en reparlera, mais ça c'est un des soucis que j'ai, c'est que ma rotation m'oblige à faire ça dans 2 zones séparées du jardin. Et je vais essayer de remédier à ça, mais on en reparlera dans une autre vidéo, pour intégrer vraiment une rotation unique. Qui va permettre d'intégrer tout ça. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo des évolutions que je vais apporter au jardin. Va y avoir pas mal de choses, je pense. Alors un des soucis qu'on va avoir avec ce genre de système-là, avec ces bacs-là, ça va être mettre en place un arrosage automatique. Quand on enchaîne énormément de bacs tels que je peux en avoir au jardin, et je prévois peut-être de monter beaucoup plus que ce que j'en ai aujourd'hui, là j'en ai une quarantaine et sûrement que ça va monter encore au-delà, de mettre en place des arrosages automatiques c'est compliqué, surtout si on veut mettre des arrosages automatiques de type différencié. Si on veut des arrosages avec des asperceurs surélevés pour certaines plates-bandes pour arroser bien tout partout, là on aurait des petits semis de manière régulière, par exemple toutes les 4 heures. Dans le même temps qu'on aurait des arrosages automatiques au goutte à goutte pour des gros plants comme des tomates ou des courgettes, vraiment à des endroits bien précis. Voilà, mais mettre en place tout un système d'arrosage automatique sur ce genre de bac et de tout organiser ensemble, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire. Je vais m'y essayer, je vais essayer de trouver un système. Mais voilà, il faut savoir que c'est plus compliqué que de juste avoir des lignes, un grand terrain à plat, justement à nu. On ferait des lignes de culture, une ligne de carottes, une ligne de haricots, une ligne de tomates. Et on a une nourrice principale, voire 2, selon qu'on veut un arrosage genre une fois tous les jours et puis un arrosage toutes les 4 heures, comme je vous disais, pour des asperceurs qui mouilleraient bien les graines. Et puis un autre, par exemple, pour les gros plants. On tirerait 2 lignes, et après il n'y a plus qu'à tirer une ligne depuis la nourrice principale qui va tout droit dans le jardin, qui suit notre ligne de culture. Là en plus les cultures vont être implantées pas en ligne droite, hein, elles vont être implantées sur un schéma un peu de quinconce à l'intérieur des bacs, donc du coup il va falloir que les tuyaux d'arrosage serpentent dans le bac pour pouvoir passer au pied de chaque plant. Donc voilà, pour l'arrosage automatique, clairement, c'est plus compliqué que de tracer des lignes toutes droites. Mais voilà, dans mon contexte de sol argileux, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je ferai pas comme ça, j'arriverai pas à avoir d'aussi bons résultats que j'ai réussi à avoir jusqu'ici. Et du coup, là, sur ce genre de plate-bande, à part la gestion du chien-dent qui nécessite une fois par an ou tous les 2 ans de retourner entièrement la plate-bande pour aller chercher le chien-dent et l'enlever, hein, mais voilà, une fois tous les 2 ans, généralement, ça suffit. On retourne tout ça, en même temps ça aère le sol, ça remélange avec les argiles du dessous, c'est aussi l'occasion voilà, d'aider à minéraliser aussi, ça aide à minéraliser tout ça, à bien tout mélanger. On va chercher ce chien-dent, et en gros en le faisant tous les 2 ans, on arrive à, voilà, ça suffit, on repart sur une balle neuve et puis on est reparti pour 2 ans. Mais hormis ce travail-là de devoir nettoyer tous les 2 ans, voilà, il n'y a plus qu'à pailler, il n'y a pas grand-chose à faire, on met nos plants dedans, les tuteurs, et puis ça pousse tout seul. Puis ici il faut arroser, mais on arrose beaucoup moins que si on avait un sol à nu, et pas besoin de passer du coup avec une griffe, une binette, un sarcloir. Le sol en plus reste bien meuble, hein, puisque le paillage empêche le sol de se tasser. Souvent ce qui se passe, c'est que d'ailleurs on va pas avoir une frontière très nette pour ce qui est du paillage et du sol. Quand vraiment on va mettre épais de paillage et qu'on va être genre aux périodes humides comme le printemps ou l'automne, tout ça composte très fort et on a une sorte de dégradé qui va du paillage jusqu'au sol. Et on a du mal à identifier la frontière entre le paillage et le sol, puisque on va avoir
un dégradé de paillage bien sec qui va être de plus en plus humide, de plus en plus composté, jusqu'à quelque chose qui va ressembler à du terreau. Et là, on va passer à peu près au sol. Donc c'est compliqué de faire la jonction. C'est aussi pour ça que d'ailleurs que quand j'arrache les boutures de tomates au pied des plants de tomates, elles ont déjà des racines parce que dans le paillage, elles étaient à moitié dans le sol, à moitié dans le paillage, elles savaient pas trop où elles étaient. Et généralement, elles font des racines. Et quand on arrache du coup ces boutures-là, il y a déjà des racines, elles sont très faciles à bouturer. Ces boutures de tomates qui arrivent directement depuis la base du plant. Donc du coup, on a des plantes qui poussent très très bien dans un milieu qui retient très bien l'eau, très fertile, qui demande pas d'entretien, pas de travail du sol, pas de binage ou ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est vraiment un système idéal que je peux que vous conseiller. Alors comme je vous l'ai dit, maintenant ça fonctionne pas pour tout. Si on veut faire, alors je vous montre, hop, voilà. Si on veut faire, comme ici, un semis en pleine terre, de blé et de betterave, eh ben c'est plus compliqué. Là, tout de suite, c'est plus compliqué. Le souci qu'on va avoir, là, du coup, immédiatement, voilà, parce que il y a le revers de la pièce. Le souci qu'on va avoir, c'est que, voilà, j'ai du chien-dent qui ressort, hop, donc toujours mon problème de chien-dent. Le fait que j'ai des allées enherbées et que j'ai pas entièrement tout nettoyé la zone de son chien-dent, j'ai en permanence le chien-dent qui revient depuis les bords. Donc une solution à ça, ça serait d'enlever l'herbe des allées. Et là, on le voit, il vient jusque depuis les coins, là, hop. Il est impossible à enlever à cet endroit-là. D'ailleurs, la plante n'est pas tellement spécialement là, elle est plutôt à l'extérieur, en fait, c'est un bout de la plante de l'extérieur qui est parti recoloniser à l'intérieur. Donc là, c'est impossible de tuer le chien-dent ici. Et en permanence, il va re-rentrer vers l'intérieur du bac. Le souci qu'on va avoir également, c'est le fait d'avoir énormément d'apports de matière organique qui viennent du jardin. On a apporté énormément de graines en faisant ça, en amenant le paillage du jardin. Souvent, quand on va faire les tontes d'été, ce genre de choses. Surtout que moi, j'ai tendance à laisser des zones pousser vraiment très haut, à les faucher qu'une fois par an. Et je les laisse pousser vraiment jusqu'à ce qu'elles fassent des graines, ce genre de choses. Quand j'amène ça au jardin, du coup, j'amène beaucoup de graines de mauvaises herbes. Et donc, j'ai une pression des mauvaises herbes assez importante dans mes bacs. Donc là, on peut travailler ça avec un sarcloir, une griffe, comme on le ferait sur un sol justement tenu traditionnellement, pour enlever les mauvaises herbes, pour bien aérer, même si il fait pas quand même une grosse croûte de battance. Parce que comme vous pouvez le voir, le sol reste quand même très un peu comme du terreau, hein, très meuble. Je ne suis pas sur ma terre d'origine, mon argile. Ça reste quand même quelque chose de très meuble, plein de matière organique. Alors là, en plus du coup, dans ces plates-bandes-là, j'ai rajouté de la terre végétale avec sa partie sableuse. Donc du coup, je vraiment tout le côté respirant, drainant de cette partie-là. Donc voilà, j'ai pas cet effet croûte de battance. Par contre, beaucoup d'enherbement. Et le souci qu'on va avoir également, c'est les limaces. Les limaces aiment bien se cacher. Alors, elles aiment surtout se cacher dans les allées extérieures. Donc ça, c'est encore quelque chose qui prône pour le fait d'enlever les allées enherbées. Les limaces aiment bien se cacher généralement sur le côté extérieur des bacs. À l'intérieur des bacs, si on laisse traîner des petits pavés, comme je le fais régulièrement, j'aime bien avoir des petits pavés pour tenir mes bâches en hiver quand je pose mes bâches. Parce que souvent, les limaces aiment bien aller s'abriter là-dessous. Le fait qu'on travaille pas le sol, ça m'arrive régulièrement quand moi justement je travaille une plate-bande, de trouver énormément d'œufs d'escargot ou de limaces, hein, puisque vu que c'est pas travaillé, ils sont pas dérangés et du coup les populations se reproduisent. Donc pour ça, pour les limaces, hein, tous les instruments de gestion des limaces, hein, donc on peut avoir donc le ferramol, les sorties nocturnes. Sur les gros plants, comme je vous ai montré avant, tout ce qui est tomates, ce genre de choses, les plants qu'on a conduits en godet pour implanter directement dans les plates-bandes, ça pose pas trop de soucis. Les plants sont trop grands pour que les limaces leur fassent trop de dégâts. Par contre, ça va être beaucoup plus problématique pour tout ce qui est semis en pleine terre. Dès que vous allez vouloir faire un semis en pleine terre, vous aurez une pression des limaces qui va être beaucoup plus importante que dans un sol tenu d'une manière traditionnelle, qui a été nettoyé de ses limaces et qui reste bien nettoyé de ses limaces. Par exemple, moi l'an dernier, il y a eu une grosse pression des limaces, hein, l'année 2020. Là, clairement, même jusqu'aux aliacées, hein, tout se faisait dégommer. Donc pour tenir les populations, hein, des sorties nocturnes avec des ciseaux, puis on les coupe, ça fait pas plaisir, ou alors on les ramasse, on les lance au loin, on les met dans un seau, puis on les lance au loin. Enfin, voilà, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Également le fer à molle, mais bon, faut s'attendre quand même à avoir des problèmes avec les limaces pour tout ce qui est ce genre de culture. C'est pas ce mode de culture là que moi j'utilise, c'est vraiment pas le mode idéal pour ce genre de culture là, de semis en pleine terre, de betteraves, de blettes. Mais comme je vous disais, c'est pas non plus les cultures que je recherche le plus. Alors un des gros intérêts de ces bacs également, c'est l'aspect organisationnel du potager. C'est qu'on définit bien les zones
de circulation des zones de culture, de manière à ce que on ne marche pas sur les zones de culture, vu que le but c'est d'avoir un sol aéré, meuble, surtout moi avec ma base de sol qui est très argileuse, pas sableuse du tout, qui respire pas bien. On ne veut pas mettre son pied et puis tasser le sol des zones de culture. Donc là on a bien défini du coup les endroits où on circule, des endroits où on cultive. Et puis on évite de mettre ses pieds dans les plates-bandes. Il y a là où on cultive et là où on circule. Ça permet également du coup de bien définir le potager avec des zones bien déterminées. Le potager est bien dessiné. C'est un peu comme des tables dans un restaurant. Et on affecte une table à une culture. Donc, vous voyez, ça c'est la table du soja pour faire les edamame. Ça c'est la table des haricots et des survivantes de tomates du mildiou. Là vous voyez, il y a une table de concombres. Là aussi une table de concombres. Alors, mes concombres ont la mosaïque ou le mildiou d'ailleurs. Quelqu'un m'a laissé un commentaire comme quoi a priori ça a peut-être plus du mildiou que de la mosaïque, puisque la mosaïque s'attaque aux feuilles les plus jeunes, alors que ce que j'ai visiblement ça s'attaque pas aux feuilles jeunes mais plutôt aux feuilles les plus anciennes. Donc c'est bien possible que ça soit du mildiou des cucurbitacées et pas de la mosaïque. Enfin voilà, je vais me renseigner là-dessus. Je remercie le viewer qui m'a mis ce commentaire. Peut-être que j'ai mal interprété le truc et que c'est pas du tout de la mosaïque mais du mildiou. Mais bon voilà, je m'égare. Donc vous voyez, là, on va voir, là c'est une plate-bande un peu variée, celle-là. C'est pas forcément la plus représentative, mais là voilà, une plate-bande avec des boutures de tomates. Ici voilà, une plate-bande d'aubergines, là une plate-bande d'aubergines et de piments. Là une plate-bande de tomates. Donc voilà, on définit un peu son potager en plate-bande, en zone. Et ça dessine très simplement le potager du coup. On raisonne son potager en bac, comme je vous dis, comme des tables dans un restaurant. Et ça rend les choses beaucoup plus simples. Alors un des gros intérêts aussi de fonctionner avec des bacs, là, c'est que voilà, vous voyez là par exemple ma culture de courge cette année est très très faible. Ça n'a pas beaucoup donné, surtout que de ce que j'ai pu comprendre, pour tout le monde partout, les courges ça a vraiment beaucoup donné, tout ce qui est courge et courgettes. Et là par exemple, moi j'ai négligé la fertilité sur cette zone de culture là, la fertilité et la rotation. Ça fait 3 ans d'affilée que je cultive courge et courgettes au même endroit. Et on voit que ça patauge, j'ai pas apporté également assez à manger. Et du coup l'intérêt de cultiver en bac, alors les dimensions de mes bacs c'est 1 mètre par 2 mètres 50, donc chaque bac fait 2 mètres 50 carrés. L'intérêt de cultiver comme ça, c'est que ça permet d'organiser des rotations relativement simplement. On fait tourner les bacs d'une année sur l'autre. Et régulièrement d'ailleurs, on fait passer d'un bac qui serait paillé à un bac en mode culture non paillé pour reminéraliser tout ça, relancer un nouveau cycle. Et repartir sur des balles neuves, enlever le chien-dent, aérer tout ça, et recommencer un cycle de rotation. Idéalement, c'est ce à quoi je voudrais aboutir, mais justement, j'y suis pas aujourd'hui, à cette rotation parfaite, on en reparlera. Mais du coup, ça permet d'organiser une rotation, et surtout de gérer très simplement la fertilité. Pour gérer la fertilité, c'est pas compliqué, il suffit de décharger dans les bacs tout ce qu'on a de matière organique, les déchets ménagers. Dès que le seau à compost est plein, ce que je fais... Attendez, je vais peut-être vous trouver le dernier seau à compost. Voilà, je crois que j'avais mis là-dessous. Voilà. Voilà, là il y a le dernier seau à compost. On devine encore des capsules de café. Donc dès qu'on a un seau à compost qui est plein, hop, on soulève le paillage, on le met là-dessous. Et en fait la fertilité est très très simple à gérer. On passe son temps juste à ramener les tontes de gazon, les feuilles, tout ça. Dès qu'on a un bac qui se vide un peu, qu'on voit qu'il commence à se vider un peu, là vous voyez, là typiquement, hop, ça mériterait d'avoir un peu de paillage. Et puis on gère la fertilité comme ça. Et on est sûr que il y a suffisamment à manger sur notre sol. Il suffit juste de bien surveiller, parce que dès que ça baisse un peu, on rajoute. Alors voilà, j'en profite pour vous montrer également. Je vous parlais du chien-dent. Et j'ai également cette plante là. Hop, alors j'essaie d'en attraper une mieux. Alors, je connais pas bien le nom de celle-là par contre. Voilà, mais des plantes qui font des grands rhizomes et qui colonisent en profondeur l'argile et qui après ressortent des feuilles vers l'extérieur. Et voilà, ça a tendance à coloniser l'intégralité de la plate-bande. Bon, celles-là sont quand même un peu plus faciles à enlever que le chien-dent, mais bon, ça reste des plantes relativement problématiques. Et si on se contente de juste arracher, là, ça c'est du chien-dent là. Si je me contente de juste tirer dessus et d'arracher ça, en fait j'ai juste, je l'ai pas du tout tué, j'ai juste enlevé un peu de verdure. Mais le gros de ces réserves sont dans ces rhizomes en profondeur. Et c'est des vraies réserves à glucose. Ah voilà, je l'ai bien attrapé. Ça c'est rempli pas de glucose, pardon, d'amidon. Et donc il a des réserves énormes pour pouvoir relancer à nouveau des tiges. Donc juste en arrachant les tiges, ça suffit pas à l'éliminer. Et vous voyez là, hop, j'ai réussi à l'enlever.
mais il était parti pour coloniser énormément. Hop, voilà, il y en a un autre. Le truc qui se passe également avec le chien-dent, c'est qu'il va aimer suivre les bordures des bacs. Il va suivre généralement le long de la planche. Et alors, à la rigueur, ça c'est plutôt pas mal, parce que quand ça fait ça, c'est assez facile à enlever du coup. On tire dessus, puis il y a tout qui vient. Donc quand il suit les bordures des planches, c'est plutôt facile de l'enlever. Mais ça fait partie des choses que le chien-dent va avoir tendance à faire. On en reparlera du chien-dent, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Alors du coup, pour finir la vidéo, on va essayer de faire une petite expérience un peu rigolote, pour illustrer un peu ce dont je vous parlais. Voilà, je vais faire un trou ici. Je vais aller de l'autre côté, je vais faire le même trou. Voilà, le souci que j'ai, vous voyez, du chien-dent. Donc ça, c'est mon cauchemar, hein. Je me passe mon temps à me battre contre ces bestioles. Donc le système là, si vous l'adoptez, préparez-vous à être en guerre permanente contre le chien-dent. Voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'arrosage au milieu de la plate-bande, et puis on va regarder un peu ce qui va se passer au niveau des trous que j'ai mis à côté. Voilà, ça arrose, on voit les deux trous. Alors je vais accélérer un peu la donne en arrosant un peu avec des arrosoirs en plus. Alors l'intérêt quand on a épais de paillage comme ça également, c'est que on peut arroser violemment avec un arrosoir. Le paillage a tendance à casser le flux d'eau et puis ça abîme moins le sol et les racines. Ça a moins d'impact sur le sol en termes d'arrosage. Donc c'est un des avantages également d'avoir ce paillage en permanence. De toute façon, le système de jardinage en sol nu, en travaillant en sol nu, je pense que c'est vraiment adapté aux régions un peu au nord de la Loire, où le soleil et la chaleur tapent moins fort que chez nous. Dans le sud, c'est vite compliqué de garder un sol à nu, on passe vraiment beaucoup de temps à devoir arroser, le soleil tape très fort, et les légumes ça leur plaît pas, vraiment c'est pas idéal. Et au sud de la France, spontanément, on a quand même tendance à préférer avoir un sol bien paillé, comme ça, pour de manière justement à éviter que le soleil agresse de trop. Il faut que je vérifie mes chiffres, peut-être c'est des bêtises, mais il me semble avoir lu ça, l'intensité lumineuse, par exemple, pour Olivier qui serait à Béziers, est le double au mètre carré qu'elle pourrait être pour Jaco et Lily dans le nord de la France. Donc il faut s'imaginer que chaque mètre carré reçoit 2 fois plus de lumière dans le sud de la France que dans le nord. Et du coup cette intensité lumineuse, c'est autant d'UV supplémentaire, c'est autant d'énergie supplémentaire apportée au sol qui tape le sol. Et du coup protéger le sol de cette intensité lumineuse là, ça paraît vraiment une bonne idée dans nos climats. Plus on remonte dans le nord, moins cette tension se fait sentir, je pense. Et c'est pour ça qu'on aime bien jardiner en sol nu. Donc voilà, on a l'eau qui coule ici, et puis je vous montre ça, on voit bien l'effet du coup, ce que j'appelle justement l'effet un peu bac de jardinière de ces plates-bandes là, avec l'argile en dessous. On a une sorte de creux qui se crée sous le bac, c'est-à-dire que l'eau ne va pas dans les allées. Ici c'est sec. Là j'ai pas d'eau, mais l'eau s'enfonce en fait à l'intérieur du bac, où ça s'est un peu mélangé la couche du sol avec justement la partie organique, et ça fait une sorte de petit réservoir un peu meuble dans lequel l'eau descend un peu plus que les allées. Donc du coup l'eau ne remonte pas dans les allées, et avant d'aller dans les allées, elle va d'abord se propager partout dans le bac. Et là on la voit qui est en train d'arriver, vous voyez, elle est en train d'arriver là, hop. Vous voyez, elle n'arrive pas ici, là elle est vraiment, elle coule le long du fond justement qui va correspondre à la couche d'argile. Voilà, vous voyez, là c'est ici, et là il y a le niveau du sol, et là par contre il n'y a pas d'eau, là vraiment c'est sec, et c'est ici que c'est en train de mouiller, et donc l'eau en fait se propage partout dans la plate-bande, et ça fait une sorte de réserve d'eau sous le bac qui du coup me garde cette eau pour les légumes. Donc voilà, c'est vraiment un côté super intéressant, c'est que dans les premiers centimètres, les plantes vont trouver ici, là, toute cette partie-là, les plantes vont trouver un sol meuble, aéré, dans lequel les racines vont bien respirer et elles ne risquent pas de s'asphyxier. Et en permanence, en profondeur, elles vont trouver un sol humide, avec de l'eau, dans lequel elles vont pouvoir puiser, et beaucoup de réserves de nutriments aussi, retenues par l'argile. Voilà, là on voit l'eau qui est en train de couler, qui arrive de là-bas, hop, qui suinte en fait dans le fond du bac jardinière. Allez, je vais reboucher tout ça. Alors, on va essayer d'aller faire un autre trou dans le bac. Regardez ici, là on voit bien, là ça c'est bien rempli. Vous voyez, le fond du trou. Hop. Si je viens me mettre ici,
Hop. Ah bah là c'est plein d'eau. Ah mais là il y a carrément il y a une galerie là. Il y a une galerie de taupe ou ce genre de truc. Donc bon là, ça par contre c'est un peu un souci. C'est que quand on a une galerie dans le bac, et ben du coup l'eau est drainée par la galerie. Et avant que la galerie soit pleine, et ben du coup l'eau l'effet bac de jardinière est percé du coup. Et dans ce cas-là ça marche moins bien. Et là c'est typiquement le cas. Alors là je suis tombé en plein dessus, en plein sur une galerie qui s'en va après derrière. Donc là ça c'est le cas où justement ça marche moins. La diffusion de l'eau se fait moins bien parce que du coup la galerie a tendance à monopoliser l'eau. Mais bon voilà, vous avez quand même vu un peu le principe. On voit bien l'eau qui s'est propagée dans le fond du bac, dans la partie argileuse, sur la partie argileuse, et qui du coup apporte de l'eau partout. Donc quand j'arrose le bac, limite je pourrais me contenter de mettre un grand coup d'eau au milieu, et ça suffirait à l'arroser entièrement par propagation de l'eau. Mais bon, dans le doute, vous voyez que si par exemple il y a un trou de taupe là comme on a vu, il vaut mieux en mettre quand même au pied de chaque plant pour être sûr que tout le monde a sa ration. Surtout que bon, là on se retrouve quand même à beaucoup inonder au milieu, et celui-là risque d'avoir trop d'eau, et sur les bords moins, puisque forcément on aura un dégradé d'humidité entre le centre et les extrémités. Donc le mieux ça reste quand même d'arroser au pied de chaque plante. Et c'est pour vous montrer un peu l'effet qu'on peut avoir, l'effet bac à réserve d'eau, bac de jardinière, sur ce genre de bac. Et alors à l'hiver, ce que j'aime bien faire également, c'est que quand les cultures ont été enlevées et que les bacs sont nettoyés, j'ai tendance à recouvrir les bacs de bâches taillés du coup à la taille d'un bac, de 1 mètre par 2 mètres 50, enfin un peu plus pour que ça déborde un peu sur les côtés, de manière à vraiment protéger, garantir contre l'enherbement, parce que le paillage va finir par s'amenuiser, et puis des herbes vont finir par sortir. Donc c'est vraiment une sécurité contre l'enherbement. Ces bâches là sont vraiment très robustes dans le temps, ça bouge pas, ça s'abîme pas. Donc bâche tissée 130 grammes par mètre carré, traité anti-UV, donc ça bouge pas dans le temps. Et on met ça l'hiver, et puis ça empêche, on est sûr que les zones vont pas se réenherber. On revient au printemps, on enlève la bâche, et puis il n'y a plus qu'à retravailler direct la plate-bande, elle est directement propre. Moi donc voilà, c'était ma petite vidéo sur mon système de jardinage en bac. Alors je pose devant cette plate-bande là, qui est une plate-bande également faite dans un bac paillé, une plate-bande de physalis et d'edamame, de soja pour faire des edamame, qui ont été semés en pleine terre, comme quoi ça fonctionne bien. Regardez ça, ils sont magnifiques. On peut également faire des semis en pleine terre, ça demande un peu plus de surveillance, comme je vous l'ai dit, contre les limaces notamment, et puis les merles qui font des dégâts, ce genre de choses. Mais on y arrive, mais c'est les plates-bandes qui vont demander le plus d'attention. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est bien adapté au sol argileux, au sud de la France, là où le soleil tape fort, donc des bacs remplis de matière organique, posés à même le sol, sur un sol argileux. C'est vraiment très bien, notamment pour tout ce qui est culture d'été, ça demande vraiment quasiment zéro entretien. On met notre plant dans le sol bien paillé, on n'a plus qu'à arroser, et puis après il faut entretenir le plant, tailler les gourmands s'il y a besoin pour les tomates, tutorer, ce genre de choses. Mais au niveau du sol, il n'y a pas de travail à faire, pas de binage, pas de sarclage, rien à faire. Juste réapporter du paillage pour nourrir tout ça. Niveau fertilisation aussi, pareil, rien à faire. On apporte du coup de la matière organique pour nourrir tout ça. Voilà, on va reparler un peu de tout ça dans les vidéos futures sur les projets que j'ai pour le potager, puisque j'envisage de faire comme changement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.